6 juillet 2026. Sibérie occidentale, à environ 2700 km de la frontière ukrainienne. Voici la raffinerie de pétrole d'Omsk, la plus grande de Russie, et un élément clé du réseau de traitement du pétrole brut. C'est le pilier de l'économie russe. Alors que d'autres raffineries russes, proches des champs de bataille en Ukraine, ont subi des frappes de drones et de missiles, celle-ci s'est toujours sentie en sécurité. En effet, aux yeux du président russe Vladimir Poutine, Omsk est intouchable. C'est bien trop éloigné, et situé trop loin à l'intérieur de l'immense territoire russe pour que l'Ukraine puisse raisonnablement le prendre pour cible. Il le croit, mais cette conviction va bientôt s'effondrer. Voici comment l'Ukraine a apporté le feu et la fureur de la guerre dans l'une des régions les plus reculées de la Russie et a prouvé que Poutine avait tort, une fois de plus. En 2022, l'idée même que les forces de Kiev puissent lancer une attaque réussie contre une cible située à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie aurait été risible. L'armée ukrainienne n'avait tout simplement pas les ressources nécessaires pour orchestrer une telle opération, et était bien trop occupée à défendre son territoire contre les vagues d'envahisseurs du Kremlin et les immenses colonnes de chars, pour même envisager des frappes en profondeur contre les raffineries de pétrole russes. Cependant, en 2025, la situation avait radicalement changé, tout comme les priorités de l'Ukraine. Alors que le conflit se transformait en une guerre d'usure brutale et sanglante, les forces de Kiev en sont arrivées à une conclusion claire. Même avec l'aide du monde occidental, ils ne pouvaient jamais espérer rivaliser avec la Russie dans un affrontement direct, coup pour coup, homme contre homme. Plus ce type de conflit se prolongeait, plus les chances basculaient lentement mais sûrement en faveur de la Russie. Parce que même si l'Ukraine pouvait repousser un groupe d'assaut russe après l'autre et détruire des dizaines, voire des centaines de chars ennemis, il y en avait toujours d'autres prêts à les remplacer. Il fallait donc que quelque chose change, et les commandants ukrainiens ont commencé à regarder au-delà de la ligne de front, vers la véritable source de la puissance russe. Pas les balles, les bombes ou les drones. Mais le pétrole n'était pas seulement le carburant qui faisait fonctionner les chars et les véhicules blindés du Kremlin. C'était ce qui formait toute la base de l'économie russe. Le pétrole a offert à Poutine un trésor de guerre apparemment inépuisable, et c'était le vaste réseau d'énormes raffineries, d'oléoducs et de terminaux qui permettait à Moscou d'exploiter si efficacement ses immenses ressources naturelles. Même lorsque vague après vague de sanctions occidentales ont frappé le pays, Poutine a pu à plusieurs reprises en encaisser le choc. Convaincu que tant que le pétrole coulerait et les raffineries fonctionneraient, la guerre pourrait durer indéfiniment. Pour l'Ukraine, la solution était évidente. Si elle voulait causer le plus de dégâts, elle devait frapper le Kremlin là où ça fait le plus mal, les raffineries. Ainsi, a débuté une longue campagne que le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle des sanctions à longue portée, des frappes de drones et de missiles visant les infrastructures énergétiques russes. Les attaques, d'abord sporadiques, sont vite devenues régulières au fil des semaines et des mois. Elles sont également devenues de plus en plus efficaces, à mesure que les opérateurs de drones ukrainiens ont commencé à identifier et à cibler les parties les plus importantes de ces installations, comme les colonnes de distillation, qui servent à traiter et à séparer le pétrole brut en carburants utilisables et précieux. Mettre ces composants hors service a effectivement paralysé une grande partie de la capacité de traitement du pétrole du pays, et les effets de chaque attaque ont commencé à s'accumuler. À la fin de l'année 2025, la Russie n'était tout simplement plus capable de traiter autant de pétrole qu'au début de l'année. Cela signifiait moins de carburant pour la guerre, moins de carburant pour la population, et moins de carburant à exporter dans le monde entier. La panique a commencé à se multiplier et à s'amplifier dans tout le pays à chaque nouvelle attaque. Les commandants du Kremlin ont même dû détourner des moyens vitaux de défense aérienne, tels que les systèmes S-400 pour tenter désespérément de protéger leur infrastructure énergétique. Cela n'a pas fonctionné, les drones continuèrent d'arriver, et à l'été 2026 ils étaient plus grands, plus performants et plus dangereux que jamais. 27 juin. Les semaines précédentes, l'Ukraine a mené de nombreuses frappes réussies contre les infrastructures pétrolières russes, telles que raffineries, terminaux, oléoducs et installations de stockage. Mais Kiev est sur le point de passer à la vitesse supérieure. Elle est impatiente de profiter des ciels dégagés de l'été pour mener une série d'attaques dévastatrices contre son ennemi, infligeant autant de dégâts que possible, pour acculer Poutine dans un coin encore plus sombre, le forçant soit à mettre fin à la guerre, soit à risquer une annihilation totale. La première de ces attaques est sur le point de commencer.
alors que des drones kamikazes ukrainiens filent rapidement dans les airs vers deux nœuds vitaux du réseau énergétique ennemi. La première est la raffinerie de pétrole de Slaviansk, située dans la ville de Slaviansk-sur-Kouban, dans la région de Krasnodar, située près de la Crimée et de la mer Noire. Elle n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine, la plaçant largement à portée de certains des drones et missiles les plus destructeurs de Kiev. Appartenant à la société Slaviansk Eco LLC, c'est l'une des plus grandes raffineries de tout le sud de la Russie. Ici, le pétrole est transformé en carburant maritime pour alimenter la flotte russe de la mer Noire, utilisée par la Russie durant le conflit pour projeter sa puissance et lancer des frappes de drones et missiles sur les villes et localités ukrainiennes depuis le sud. Cette raffinerie produit aussi beaucoup d'essence, de fioul et autres produits pétroliers, dont une grande part est exportée par la mer Noire via la flotte fantôme, assurant un flux régulier et important de revenus pour les caisses du Kremlin. Et alors qu'un essaim de drones se précipitait vers cet endroit précis, un deuxième essaim se dirigeait dans une direction complètement différente, vers une autre cible, à plus de 1000 km de là. La raffinerie Slavneft-Yanov à Yaroslavl, située à environ 240 km au nord-est de Moscou et à plus de 640 km de l'Ukraine. C'est l'une des plus grandes raffineries de Russie, traitant des millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Fournisseur majeur de carburant pour les régions centrales, elle occupe un rôle clé dans le réseau énergétique du pays et est très bien gardée. Le Kremlin sait l'importance de cette raffinerie et a placé ses meilleures défenses aériennes dans l'ouest. Mais elles ne suffisent pas à stopper les drones ukrainiens, qui foncent vers leur cible la nuit. En passant à proximité de systèmes comme les S-400 et les Pantsir-Son en pleine nuit, ils frappent. Tout à coup, l'air au-dessus de Yaroslavl et Krasnodar s'anime du bourdonnement distinct des véhicules aériens sans pilote. Les habitants se réveillent en sursaut, se précipitent aux fenêtres et filment le chaos imminent avec leur téléphone. Les radars russes s'activent alors que plusieurs signaux apparaissent et les défenses aériennes tentent désespérément d'intercepter les menaces. Mais c'est trop peu, trop tard, car plusieurs drones franchissent les périmètres des deux installations et percutent directement certains de leurs composants essentiels. Des incendies et des explosions éclatent aux deux endroits. Les flammes s'élèvent dans les airs et d'immenses panaches de fumée obscurcissent les étoiles. Les ondes de choc sont ressenties partout. L'impact de l'attaque est autant physique que psychologique. L'Ukraine a encore prouvé à la Russie qu'elle peut agir sans être inquiétée. Peu importe ce que fait le Kremlin, ou comment il protège ses raffineries. Les forces de Kiev ont les moyens de frapper presque n'importe laquelle d'entre elles à tout moment de leur choix, et peuvent ainsi même toucher des endroits différents dans des régions complètement différentes, presque exactement au même moment. La Russie ne peut rien faire pour les arrêter. Si le haut commandement russe croyait que c'était le pic des frappes estivales ukrainiennes, il allait voir son erreur. Ce n'était pas le point culminant de la campagne, mais juste l'acte d'ouverture, le 5 juillet. Moins d'une semaine après la précédente attaque, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote préparent déjà une nouvelle mission. Encore une fois, ils visent plusieurs cibles, toutes essentielles au réseau énergétique ennemi. L'une d'elles leur est bien connue, l'installation Slavneft-Yanov à Yaroslavl, la même raffinerie récemment incendiée. Un site qui traite la somme impressionnante de 15 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Il n'est pas surprenant que l'Ukraine veuille frapper cette cible à plusieurs reprises, puisqu'il s'agit d'un pilier logistique aussi important pour le Kremlin. Un nœud crucial produisant d'énormes quantités de carburant pour les moteurs de guerre russes, visé à nouveau quelques jours après l'attaque précédente, alors que l'air portait encore l'odeur de fumée et que la poussière retombait à peine. L'Ukraine montrerait qu'elle ne comptait pas laisser la Russie réparer cette installation et la remettre à pleine capacité. Ses forces frapperaient encore et encore, quand elles le voudraient, aussi longtemps que la guerre durerait. Et c'est ce qui arriva aux premières heures du matin, une nuit qui commença, comme tant d'autres, et sombra dans le drame et le chaos. Tandis que plusieurs drones ukrainiens frappaient la raffinerie elle-même, ainsi que la station voisine de pompage et d'expédition. Encore une fois, les habitants ont été réveillés par des explosions et se sont précipités aux fenêtres pour voir l'attaque. Nombreux sont ceux qui ont pris des photos et filmé, bravant les ordres du Kremlin, en les publiant publiquement en ligne pour que tous puissent les voir. Encore une fois, de la fumée s'est élevée au-dessus de Yaroslavl, les défenses aériennes russes ayant été inefficaces. À peu près au même moment, d'autres drones de Kiev se dirigeaient vers une autre cible, à plusieurs centaines de miles au nord-ouest de Slavneft-Yanov, le Novatek,
Le terminal d'Oust-Louga, région de Leningrad, Russie. Situé à une courte distance de Saint-Pétersbourg, donnant sur le golfe de Finlande, Oust-Louga est l'un des centres d'exportation les plus importants de la Russie. Il fonctionne essentiellement, à la fois comme un centre de traitement de l'énergie et comme une installation portuaire, transformant les produits des usines de gaz en kérosène et gazole, puis les exportant vers les marchés internationaux par la mer Baltique. Pour être plus précis, lorsqu'il fonctionne à pleine capacité, Oust-Louga traite environ 700 000 barils de pétrole par jour, avec des exportations annuelles de produits pétroliers, sur ce site qui devrait atteindre près de 33 millions de tonnes rien qu'en 2025. Sa localisation représente un atout stratégique pour la Russie, mais aussi une cible de grande valeur pour l'Ukraine. Attaquer cet endroit ne consiste pas seulement à exercer une pression sur l'approvisionnement intérieur en carburant de la Russie, mais aussi à couper ces ressources financières vitales qui ont permis à Poutine de dépenser constamment autant de milliers de milliards de roubles dans sa guerre contre l'Ukraine, année après année. Ici aussi, des dizaines de drones ukrainiens parsemaient le ciel, avec le gouverneur régional de Leningrad, Alexandre Drozdenko, rapportant plus tard que les défenses aériennes russes avaient réussi à éliminer plus de 60 drones au total. Cela n'a cependant pas suffi à sauver Oust-Louga, car plusieurs drones auraient frappé le terminal et endommagé des infrastructures au port de Vysotsk et au terrain d'entraînement militaire de Louga. À la suite de ces attaques, des hauts responsables russes désemparés ont tenté de trouver un semblant de réconfort. Persuadés qu'il existait une limite au potentiel de l'Ukraine, ils estimaient que les drones ennemis ne pourraient pas aller beaucoup plus loin, ce qui impliquait que seules les raffineries et infrastructures proches de l'Ukraine étaient menacées. Celles qui se trouvent plus loin, dans les profondeurs de la Sibérie par exemple, devraient être à l'abri des drones ennemis. Mais l'Ukraine allait prouver que cette affirmation était fausse. Omsk, c'est la 3e plus grande ville de Sibérie et abrite la plus grande raffinerie de Russie. Pendant des décennies, cette raffinerie était vue comme l'une des installations industrielles les plus sûres de la Fédération de Russie. Construite dans les années 1950 à l'apogée de l'Union soviétique, son emplacement en faisait un nœud vital de transport et de traitement pour soutenir la région sibérienne. Cela la plaçait également à plus de 1000 miles des ennemis occidentaux de la Russie et des frontières de l'alliance de l'OTAN. Grâce à cela, même dans les pires scénarios possibles, comme une guerre potentielle avec l'OTAN, la Russie pouvait être assurée que la raffinerie d'Omsk était une cible presque impossible à atteindre. Et lorsque la guerre a éclaté avec l'Ukraine, l'élite de Moscou n'aurait jamais imaginé que l'armée de Kiev posséderait le type d'équipement avancé nécessaire pour frapper un endroit aussi éloigné. Même à l'ère de la guerre par drone, il paraissait inimaginable qu'un drone ennemi parte d'Ukraine, franchisse la ligne de front, survole les zones de tir des territoires occupés et parcourt des centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe pour toucher la raffinerie, sans être facilement détecté et abattu bien avant d'atteindre sa cible. Pendant des années, ces suppositions étaient exactes. L'Ukraine n'avait pas les drones pour frapper une cible si éloignée, mais y travaillait. Petit à petit, année après année, son industrie de défense s'est renforcée, et son armée de drones aussi. Les anciens systèmes étaient limités, beaucoup ne dépassant que quelques dizaines de kilomètres d'autonomie. Cependant, avec le temps, ces limitations ont commencé à s'assouplir. De nouveaux drones sont apparus, parcourant 160, puis 320, puis 480 km, et plus encore. Les principaux fabricants de drones ukrainiens, tels que Firepoint, ont repoussé les limites et redéfini ce qu'un drone pouvait faire. D'ici 2024, ils avaient créé quelque chose de vraiment exceptionnel. Le Firepoint FPFP-1, un drone d'attaque longue porté à usage unique, coûtait environ 55 000 à fabriquer et pouvait livrer une ogive pesant entre 60 et 120 kg sur des cibles situées jusqu'à 1600 km de distance. En 2026, Firepoint avait modifié le FPFP-1 pour qu'il puisse parcourir encore plus de distance en optimisant sa conception, en affinant son profil aérodynamique et en augmentant la quantité de carburant qu'il pouvait transporter. Ce faisant, cela a permis de mettre des centaines de nouvelles cibles à portée, des cibles comme la raffinerie de pétrole d'Omsk, un endroit autrefois considéré comme totalement hors de portée, un endroit situé à peu près à la même distance de la frontière ukrainienne que la Nouvelle-Orléans l'est de Los Angeles. Un lieu éloigné des lignes de front par des centaines de kilomètres de forêts, plaines, montagnes, villages et villes. Protégé par de nombreux radars et systèmes de défense aérienne, une cible jusque-là inaccessible était soudain devenue atteignable. L'Ukraine n'avait aucune intention d'attendre en laissant cette raffinerie, exploitée par le géant pétrolier Gazprom et qui traite des millions de tonnes de pétrole brut chaque année, continuer à fonctionner à pleine capacité.
Alors, dans la nuit du 6 juillet, les forces de système sans pilote de l'Ukraine se sont préparées pour une opération sans précédent. Une frappe directe contre l'une des cibles les plus éloignées qu'elles aient jamais tenté d'attaquer. Pour les employés de la raffinerie d'Omsk et les habitants, la nuit du 6 juillet paraissait ordinaire. Ils savaient que la guerre en Ukraine continuait et s'étendait lentement aux régions russes. Ils avaient vu des reportages et lu des gros titres sur des raffineries attaquées à Leningrad et Krasnodar. Mais ils ressentaient un certain sentiment de sécurité, étant donné la grande distance qui séparait leur ville du conflit. Pendant des années, ils avaient pu observer le déroulement de la guerre avec un certain confort, car même lorsque des incidents comme des frappes de drones et des explosions se produisaient, ils étaient toujours très loin. En résumé, ces personnes n'auraient jamais pensé que leur propre ville puisse devenir un champ de bataille, comme d'autres villes plus à l'ouest. L'illusion a volé en éclats quand des drones ukrainiens ont pénétré l'espace aérien d'Omsk et que les sirènes d'alerte ont retenti dans toute la région. Si les sirènes sont familières aux Russes d'autres régions, c'était la première fois que les habitants d'Omsk entendèrent ce bruit. Cela a été un véritable choc, mais la situation allait encore empirer. Les ouvriers de la raffinerie d'Omsk sont sortis et ont levé les yeux vers le ciel, incrédules, tandis que le bourdonnement des drones FP-FP1 ukrainiens s'intensifiait. Les habitants se sont rués aux fenêtres de leurs immeubles, scrutant l'horizon du regard comme avec les caméras de leur smartphone à la recherche du moindre mouvement. Quelques secondes plus tard, le premier drone a frappé sa cible, provoquant une énorme explosion et envoyant d'épaisses colonnes de fumée dans le ciel nocturne. D'autres explosions ont retenti dans les minutes qui ont suivi, accompagnés des bruits de tirs et même de la vue d'un chasseur Su-57 de 5e génération dans les airs. Alors que les forces militaires locales ont eu recours à toutes les options à leur disposition pour contrer la menace imminente, rien n'a fonctionné. Même le déploiement d'un des avions les plus avancés de l'armée de l'air russe n'a pas suffi à stopper la frappe. Alors que plusieurs drones FP modifiés descendirent du ciel, localisèrent leurs cibles et foncèrent vers elles, à une vitesse vertigineuse, déclenchant des explosions à l'impact et laissant derrière eux d'immenses incendies déchaînés. Plusieurs ont visé l'unité de raffinage Elouhaft, 11 sans doute l'infrastructure la plus cruciale de toute l'installation. Elle seule représente des millions de tonnes de capacité de traitement pétrolier. D'autres drones ont ciblé les colonnes de traitement de la raffinerie. La scène a rapidement sombré dans la panique et le chaos, alors que des murs de flammes s'élevaient dans le ciel et que les cris des habitants effrayés remplissaient l'air. Vitali Kotsenko, le gouverneur local, s'est exprimé sur l'application russe Max pour assurer à tout le monde que la situation était maîtrisée et que la plupart des drones ukrainiens avaient été abattus. Mais ces paroles ne cachaient ni les flammes, ni la fumée, et contredisaient les images et vidéos choquantes rapidement diffusées en ligne. Alors que la guerre en Ukraine atteignait Omsk, l'ampleur de la frappe sur Omsk ne saurait être exagérée. Cela semblait être une nouvelle frappe réussie sur une raffinerie de pétrole russe. En réalité, c'était un coup direct contre la plus grande raffinerie du pays, qui fournissait d'énormes quantités de carburant à de nombreux foyers et entreprises. C'était également la dernière des 11 grands producteurs gaziers russes touchés par des drones ukrainiens, selon le rapport en ligne de l'état-major général des forces armées ukrainiennes sur l'attaque. C'était un autre coup dur porté au secteur énergétique et à l'économie du Kremlin, un nouveau coup porté aux capacités de traitement du pétrole du pays et à sa capacité à soutenir sa guerre contre l'Ukraine. L'impact immédiat de la frappe dépendra de l'ampleur des dégâts et du temps nécessaire à la Russie pour les réparer. Mais si l'on creuse davantage et que l'on regarde le tableau d'ensemble, l'impact est bien plus important qu'il n'y paraît. Ce n'était pas juste une autre attaque, mais une frappe inédite contre un site que la Russie pensait protéger. C'était un message de l'Ukraine à Poutine, lui signalant que même les régions les plus reculées de sa patrie ne sont plus sûres. C'était la façon pour Kiev de dire au public russe que plus la guerre dure, plus ils en verront les effets se rapprocher de chez eux. Par-dessus tout, c'était une démonstration de l'ampleur du changement de dynamique en 2022. Il aurait été absurde de suggérer que la Russie subisse une telle attaque, et plus incroyable encore d'imaginer que l'Ukraine soit celle qui l'amène. En 2026 cependant, une attaque de ce genre n'est même plus surprenante. C'est la norme, la nouvelle réalité, ainsi la guerre a évolué. La question n'est plus de savoir si l'Ukraine peut frapper aussi loin en Russie, mais quand ? Les raffineries russes ne sont pas les seules menacées. Voyez comment l'Ukraine a utilisé des drones à 20 000 $ pour détruire des pétroliers de la flotte fantôme russe et des bombardiers nucléaires valant des millions, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment, et je vous retrouve sur le prochain champ de bataille.